Guerre mondiale. Vous jouez avec la troisième guerre mondiale. Et ce que vous faites est vraiment irrespectueux pour ce pays, qui vous a soutenu bien plus que ce que beaucoup de gens disent qu'il aurait dû. Avez-vous déjà dit merci? Plein de fois. Non, de toute cette réunion, avez-vous dit merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie faire campagne pour l'opposition en octobre. Exprimez quelques mots de reconnaissance pour les États-Unis et le président qui essaye de sauver votre pays. Masha Kondagova, on voit donc Volodymyr Zelensky qui est acculé comme ça par les invectives de Donald Trump et de J.D. Vance, le vice-président américain. On lui avait aussi reproché ce jour-là de ne pas être en costume, par exemple, d'arriver, de comment il s'est présenté. Est-ce que demain, ça peut être un indicateur dans les premières secondes? Est-ce que ça peut se jouer à ce moment-là aussi en termes de communication de la part de Volodymyr Zelensky, d'arriver différemment? On l'imagine quand même mal arriver avec un costume 3 pièces demain. Mais vous parlez de M. Zelensky, mais vous avez vu que tout de suite après cette rencontre, Yermak, qui est conseiller de bureau de président, office de président, il s'est mis tout de suite en costume. Donc toute la délégation qui est autour de M. Zelensky, oui. Je ne sais pas en quelle tenue il va venir. C'est pas les questions de costume. Vous comprenez très bien que ce n'était qu'une petite manière de humilier M. Zelensky pour le déstabiliser au moment crucial quand il est venu demander et voir est-ce que les Américains, nos alliés jusqu'à ce moment-là, était ferme vis-à-vis de Poutine. Et non. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est que M. Trump a préféré son ami Poutine, qui d'ailleurs a mis, vous avez vu les chaussures avec les talons, parce qu'il fait beaucoup plus petite taille par rapport de M. Trump, qui mesure 1,90 m, alors que Poutine est 1,70 m. Donc, et la différence n'était pas grande. Bref, on peut aller dans ce petit détail qui ne joue rien sur la question politique et géopolitique surtout. Encore une fois, oui, ce qu'a dit le général, c'est très important. Il n'a pas de choix aujourd'hui que venir et parler en tout cas à M. Trump, qui exige sa présence. Et tant mieux, tant mieux. Moi, je vois qu'il faut maintenir le lien. Il faut parler, communiquer et défendre nos demandes. Mais il est en situation extrêmement grave parce que s'il accepte tout de suite le deal, ça va être considéré comme capitulation et on sait très bien que méchanceté de Poutine et l'armée russe, qu'est-ce qu'ils vont provoquer à nouveau faire sur le sol ukrainien. S'il n'accepte pas, il va être traité comme un homme qui veut continuer. Ça veut dire Zelensky va être traité comme un homme qui veut continuer la guerre et Trump peut très bien dire « Ok, tu n'acceptes pas notre deal, on te coupe l'aide, armement, Starlink, la renseignement sans lesquels on ne peut pas exister aujourd'hui parce que vous connaissez que c'est la guerre de drones. » Et il est dans une situation extrêmement compliquée, mais il va s'en sortir. Je ne sais pas comment, mais c'est comme ça, c'est les Ukrainiens. On trouve une solution toujours parce que sinon, aujourd'hui, ça se joue quoi? L'avenir de l'Ukraine. Si on arrête de se battre, l'Ukraine n'existe pas. L'avenir de l'Ukraine se joue en ce moment. Vous dites, on est d'ailleurs en ligne avec Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur BFM TV. Vous aussi, vous pensez que Volodymyr Zelensky n'a pas le choix que d'aller dans le bureau ovale de Donald Trump? Non seulement il n'a pas le choix, mais c'est extraordinairement important pour lui de tenter, je dis bien de tenter, de convaincre Trump de tenir, alors sinon la dragée haute à Poutine, ça je crois que ce serait du fantasme à ce niveau-là, surtout au regard de ce qu'on a vu et entendu encore ces derniers jours et ces dernières heures, et ce qu'a dit tout à l'heure le général Pellistrandi est parfaitement exact, c'est-à-dire qu'on a affaire à un Trump qui aujourd'hui de toute façon, et d'ailleurs ça ne date pas d'hier, se trouve quasiment sur les positions jusqu'au boutiste de Poutine. Mais en tout cas, si Zelensky n'allait pas à tenter de convaincre Trump de modifier au moins certains points à la marge de ce qui est exigé par Poutine. Alors pour le coup, la situation serait plus grave encore. Hein, mais on a effectivement une forme de capitulation exigée par la Maison-Blanche. Et ce serait, là aussi, je reprends l'expression qui a été dite tout à l'heure par le général Pellistrandi, on est sur un point de bascule. Et je pense que le point de bascule ne concerne pas seulement le sort de l'Ukraine, mais il concerne en partie le sort du monde géopolitique et de la diplomatie internationale. Parce que si Zelensky est obligé avec ses amis et alliés européens d'accepter des conditions excessivement difficiles de la part d'un Poutine, sans même d'ailleurs
obtenir l'adhésion à l'OTAN, autrement dit la seule véritable garantie militaire qu'il pourrait espérer à terme, et sans traité de paix, c'est important, hein, sans traité de paix, simplement avec un cessez-le-feu, eh bien, ça risque d'encourager d'autres puissances agressives, impérialistes, à tenter de croquer des territoires qui ne leur appartiennent pas. Vous dites que c'est aussi l'avenir géopolitique, l'équilibre géopolitique mondial qui peut se jouer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe, qui est relativement absente de ces discussions, a encore les moyens, que ce soit politiques, militaires, idéologiques, de peser dans ces négociations qui semblent se jouer entre Moscou et Washington et en partie avec Kiev? Elle en a, l'Europe, déjà tous les moyens que vous venez d'indiquer, et d'autres encore, notamment les moyens technologiques, la masse démographique, etc. Nous avons, nous Européens, absolument toutes, je dis bien, tous les critères pour incarner une grande puissance globale. Maintenant, la question est la suivante. En avons-nous, oui ou non, la volonté? Si vous me demandez si la République du Togo aujourd'hui est capable d'incarner une grande puissance, je vous dirais non. Mais si vous me demandez si l'Europe est capable de l'incarner, je vous réponds oui. Le problème, ce n'est pas la capacité, c'est la volonté. Et je ne suis pas certain, pour l'instant, en tout cas, en dépit effectivement d'un positionnement globalement assez satisfaisant en faveur de l'Ukraine depuis 3 ans et demi. Je dis bien globalement, la Hongrie étant un cas un petit peu à part, mais enfin, surtout de la part des coalisés franco-britanniques et dans une certaine mesure allemands, il y a effectivement, semble-t-il, une prise de conscience, ou une double prise de conscience, sur la base à la fois de l'impérialisme militariste de Poutine, évidemment, mais aussi de l'abandon ou du lâchage, on va l'appeler comme ça, d'un Trump qui ne pense pas ami-ennemi, qui pense essentiellement mercantilisme et business et rapport de force brute. Bon, eh bien, donc cette prise de conscience, je la constate, elle existe, mais je pense qu'il faut aller plus vite et plus loin pour incarner cette puissance globale. Je vais vous dire, sans incarner une puissance globale, donc y compris politique et militaire, et pas seulement économique, on continuera, je veux dire d'autres puissances, les États-Unis, ça peut être la Russie, demain, bien évidemment, la Chine, la Turquie, que sais-je encore, d'autres puissances décideront à notre place. Ça, c'est une certitude. Mais en parallèle, est-ce que l'Ukraine peut encore être actrice de son destin diplomatique? Est-ce que Volodymyr Zelensky a une marge de manœuvre dès demain? Elle doit sûrement être très fine. Oui, alors je vais vous dire, je serais quand même dans ce marasme optimiste sur un point. C'est le deuxième scénario qui a été évoqué par votre invité, qui citait un grand journal américain. Je pense que là, au terme de ce round, enfin je ne sais même pas si on peut appeler ça de négociation, ou de cette semi- ou 3/4 capitulation exigée par Trump et Poutine, je pense que ce qui restera de l'Ukraine, c'est-à-dire environ 80% de son territoire, sera souverain. Je pense qu'il est impossible, même militairement, et on le voit bien depuis 3 ans et demi, pour l'armée russe de conquérir davantage que ce qu'elle a très péniblement et très coûteusement conquise jusqu'à ces derniers jours ou jusqu'à ces dernières heures. Ce qui est déjà beaucoup, évidemment, aux yeux des Ukrainiens. Mais objectivement, le fait d'avoir réussi à conserver d'abord son régime, la nature démocratique de son régime, d'être resté au pouvoir. Je vous rappelle qu'à 3 ans et demi, même les Américains avaient proposé un hélicoptère à Vladimir Zelensky pour aller pour fuir vers la Pologne. Bon. Donc avoir réussi à tenir de ce point de vue-là et à avoir conservé quand même donc plus des 3/4 du territoire souverain, y compris une part essentielle, absolument essentielle de la façade maritime, dont le grand port d'Odessa, qui est un peu la jugulaire économique évidemment pour l'Ukraine, c'est déjà beaucoup. Et je pense que ça, puisque le rapport de force militaire n'est pas si en faveur que cela de la Russie, qui, je le répète, est incapable d'aller réellement plus loin, je pense que ce qui reste de l'Ukraine, l'essentiel, demeurera tout de même un État souverain. Certains médias évoquent la possibilité qu'un dirigeant européen accompagne Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale demain. Cela reste à confirmer. Est-ce que si c'était le cas, ce serait l'opportunité pour les Européens d'avoir leur mot à dire, d'être présents, ou on est plus dans le registre de la représentation et de la présence? Non, moi je pense que ce serait extrêmement important, avec 2 problèmes. D'abord, qui ? Alors, en toute logique non chauvine, je pense qu'au sein de l'Union européenne, puisque la seule puissance nucléaire et la principale puissance militaire encore aujourd'hui, à ce jour, c'est la France, ce sera le président de la République française. Maintenant, les Britanniques ne seront sans doute pas tout à fait d'accord avec ce point de vue. Alors, il pourrait y avoir un tandem,
franco-britannique accompagnant Zelensky. Ça me paraîtrait d'ailleurs, je vais vous dire, le plus logique. Hein, parce que là, on ne parle pas de l'Union européenne, en réalité, on parle de l'espace grand européen. Autrement dit, les Britanniques, évidemment, y ont absolument toute leur place. Et puis, nous avons affaire, et heureusement d'ailleurs, de plus en plus souvent à une troïka. C'est-à-dire que nous avons le couple franco-britannique sur le plan stratégique et militaire, et puis les Allemands, dont le courageux chancelier Mersch considère qu'il faut aller plus loin. Donc pourquoi pas une troïka? Mais alors là, je suis absolument convaincu que M. Trump considérait qu'il n'y a pas suffisamment de place dans le bureau ovale pour accueillir tous ces gens-là. Je dis ça un petit peu une boutade. Mais il méprise tellement les Européens qu'il à mon avis, qu'il ne l'accepterait pas, cette possibilité. Est-ce que ça pourrait être aussi un chef d'État un peu plus discret? Je ne sais pas si le mot est le bon, mais on pense par exemple au président de la Finlande qui pourrait être aux côtés de Volodymyr Zelensky demain dans le bureau ovale. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez la discrétion. La Finlande, oui, je ne sais pas très bien pourquoi la Finlande. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, mais la Finlande, qui d'ailleurs n'est plus un État neutre, et pour cause, grand échec de Poutine, puisque je vous rappelle que la Suède et la Finlande ont rejoint l'OTAN. Donc, si vous voulez, si on a affaire à une négociation entre grandes puissances, comme c'est le cas depuis la nuit des temps en réalité, hein, si vous disposez des facteurs, des critères, des paramètres objectifs de la puissance, bah vous êtes à la table des négociations, vous êtes au banquet, hein, pour reprendre une expression connue. Si vous ne disposez pas de cette puissance, vous n'y êtes pas. Alors pourquoi la Finlande ou pourquoi un autre pays modeste que vous appelez discret, je ne vois pas. Je pense que si quelqu'un devait accompagner Monsieur Zelensky, ce serait bien évidemment le chef de l'État d'une puissance considérable dans l'espace grand européen. Emmanuel Macron qui doit s'exprimer d'ailleurs dans la journée, sûrement, notamment sur cela. Est-ce que vous pensez, vous parlez de bascule, vous employez ce mot, est-ce que cette rencontre peut marquer un tournant dans l'ordre mondial tel qu'on le connaît avec les États-Unis en superpuissance? Est-ce que ça peut aussi changer l'axe de ce conflit et que ce soit moins occidental, que d'autres puissances rentrent en jeu et pèsent désormais? Alors, c'est une question centrale. Je pense que ça sera le symbole ou la dernière touche à ce qui est en train de se produire. Autrement dit, oui, point de bascule, hein, c'est un terme que je reprends du général Pellistrandi, mais pas la rencontre en soi, parce que je ne suis pas certain qu'il puisse en sortir grand-chose, on l'a vu tout à l'heure. En revanche, ça sera l'illustration, au sens le plus imagé du terme, hein, d'une forme, effectivement, si ça se passe mal, comme on le prévoit, je crois, pour la plupart d'entre nous, observateurs géopolitiques, ça sera l'image